Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième édition du Cercle 2021. Une édition que nous devons réaliser encore par écran interposé, mais qui va être, comme vous allez le voir, exceptionnelle. Alors, lors de la précédente édition Soirée du Cercle de mars dernier, nous avons parlé de l'importance de la coopération dans la SSI. Ce soir, c'est encore d'une coopération dont il est question, mais une coopération XXL. Une coopération qui dépasse le strict univers de la SSI pour inclure différents acteurs concernés par la sécurité numérique. À commencer par les dirigeants d'entreprises, petites et grandes, qui ne peuvent plus ignorer le phénomène et les risques inhérents. Cette coopération multidimensionnelle a pris la forme d'un guide que nous allons bientôt vous présenter. À cette occasion, je vais avoir le plaisir de recevoir plusieurs intervenants de prestige qui vont venir partager avec nous leur vision de la société numérique et l'importance de savoir protéger notre patrimoine informationnel. Ainsi, dans quelques minutes, nous allons avoir l'honneur d'entendre le grand économiste et écrivain Jacques Attali. Alors pour commencer, j'appelle à me rejoindre l'artisan de ce beau travail, celui sans qui le guide n'aurait pu voir le jour et qui a su fédérer les contributions au-delà du cercle des experts de la cybersécurité. Bienvenue Daniel Benabou, Bonsoir, président du bonsoir CEDIG à tous. et DG d'IDEXI. Je suis vraiment très contente, Merci. très contente de cette deuxième édition, puisqu'il sort 4 ans après une première édition que nous avions Absolument. aussi réalisée ensemble et présentée lors d'une soirée du Cercle. Alors pourquoi 4 ans après avoir remis le couvert et cette deuxième édition? Bon, parce que la première édition avait été un assez joli succès. Et puis, il y a deux raisons. La première, très positive, une pression assez amicale de membres du comité éditorial et de partenaires de la première initiative, donc qui donne envie d'agir. Puis la deuxième, moins amicale, d'ailleurs carrément très inamicale, c'est la pression des cyberattaques du contexte. La situation se dégrade et il y a deux choses qui sont très importantes à partager. Un, le cybercrime devient une véritable industrie qui s'organise, qui se professionnalise. Et donc, le sens de leur action va être de rechercher encore plus d'efficacité, de performance. Donc ça dessine une tendance défavorable. La deuxième chose, c'est que la technologie, elle est hélas également au service des méchants. Donc ça donne une équation technologie, sophistication des attaques, industrialisation, voilà, qui indique clairement que la pression va continuer à augmenter. Alors, la pression continue à augmenter. Malgré tout, tu fais le constat, mais pas simplement toi, hein, la plupart des industriels de la cybersécurité, qu'il y a encore du travail pour que ce sujet soit pris au plus haut niveau. Oui, c'est très important. Il y a une sorte d'un peu de contradiction, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas de société ou d'organisation stable, performante, démocratique qui fonctionne sans sécurité. Or, quand on parle de transformation numérique, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. C'est une transformation profonde de nos sociétés, de nos entreprises, de nos façons de travailler. Ce n'est pas simplement le passage d'outils non numériques au digital qui sont plus sympathiques et faciles à utiliser. Donc, si la société se transforme et devient numérique, alors elle doit assurer sa sécurité et la sécurité numérique devient très logiquement un élément, une composante qui doit être centrale dans les dispositifs. Oui, tu considères même que ça devient un enjeu de société. C'est un de nos grands sujets de société. Et comme tous les grands sujets de société, il traverse plusieurs phases. Là, on est dans une phase encore de jeunesse, donc il y a les défauts de jeunesse qui en font d'ailleurs un enjeu assez exigeant. Et je crois, et c'était un peu l'observation qu'on avait avec le comité éditorial, c'est qu'on est dans une période un peu sensible. C'est-à-dire qu'il y a une nettement meilleure prise de conscience sur la question. Et ça, il faut s'en féliciter. Mais, pardon de pointer une évidence, ça ne suffit pas. Et il y a une vraie différence entre je sais et je fais. Donc, il y a un décalage entre la dimension de l'enjeu et la maturité de la société. La maturité, c'est la prise de conscience. Et encore faut-il, c'est fondamental, mais encore faut-il qu'elle soit au bon niveau. Mais c'est aussi, je sais ce qu'il faut faire, j'ai les moyens de le faire, je m'en donne les moyens et j'agis, quoi. Donc, j'applique. Et alors, ça, il faut le dire. D'ailleurs, tu fais l'analogie, et quand on t'entend, on comprend parfaitement avec l'environnement. C'est-à-dire que là aussi, on nous dit bon, il faut avoir un comportement plus vertueux en termes d'environnement, mais il faut aussi qu'on ait les moyens de le faire. Il faut qu'on ait. La comparaison, en fait, elle est. Parce que l'environnement, c'est un enjeu extrêmement mûr, c'est un enjeu de société, d'humanité, donc très avancé. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle phase nous sommes. C'est-à-dire que si
moi, je peux être extrêmement sensibilisé, très volontaire et très attentif aux questions de l'environnement. Si on ne m'explique pas comment je dois trier mes déchets, je ne sais pas que c'est dans la poubelle verte qu'on met du verre et dans la poubelle jaune qu'on met du plastique, et au pire qu'on ne me donne pas les poubelles, je peux être extrêmement sensibilisé, volontaire, mon impact va être complètement nul parce que je ne pourrais rien faire. Je ne saurais pas quoi faire et je ne saurais pas le faire. Alors, il y a une sensibilisation, il y a une pédagogie aussi qui est très très forte. Donc, c'est aussi l'objet de ce livre, c'est de donner des exemples. Enfin, bon, vous avez la possibilité de le découvrir à la fin de cette conférence. On vous mettra les liens pour le télécharger. Et si on revient, bon, on a bien compris les enjeux, le contexte, mais si on revient sur les fondations du projet. Donc, tu as rappelé, il y a des pressions inamicales, mais il y a surtout des pressions amicales du comité éditorial qui a souhaité, qui t'a fait des appels du pied depuis plusieurs mois, j'en fais partie d'ailleurs, pour dire bon, quand est-ce qu'on fait le deuxième. En fait, tout ça donne un contexte où voilà, il ne faut pas croire que seulement la maturité va venir avec, et ni espérer que ça vienne avec les cyberattaques qui se prononcent et qui vont juste se faire le job toutes seules. Bon. Donc il y avait 3 choses qui étaient vraiment très importantes avec le comité éditorial et l'ensemble des partenaires. La première, c'était de mener une action la plus ambitieuse possible, et là, je dois dire que ça a dépassé un peu nos espérances, mais le faire avec beaucoup d'humilité, mais de détermination. Et surtout, d'ailleurs, le thème de la campagne associé au lancement du guide, c'est ensemble, protégeons notre économie, protégeons nos entreprises. Donc ensemble, ça veut dire que de mon point de vue, il fallait vraiment augmenter considérablement la caisse de résonance. Il y avait un objectif majeur, c'est de faire de la sécurité numérique un sujet légitime, naturel du monde de l'économie et de l'entreprise. Voilà. Et donc, pour ça, si le sujet est un sujet de société majeur, alors il faut que toutes les composantes importantes de la société y soient associées, entreprises en particulier, voilà, et formation, etc. D'ailleurs, on va le voir, un comité éditorial qui est quand même très très complet et beaucoup de contributeurs. Oui. Et il y avait un 3e point, je crois qu'il faut commencer aussi à travailler, à déshabiller la cybersécurité de son image traditionnelle, qui est un peu technique, un peu complexe, voilà, vue un peu comme une affaire de spécialiste, ou en tout cas l'habiller de ce qu'elle est. Moi, j'ai eu la chance de traverser plusieurs univers professionnels avant de rejoindre avec bonheur la cybersécurité quand nous avons créé notre activité avec Daniel Rezlan, et des secteurs d'activité supposés être extrêmement dynamiques et modernes. Je peux vous dire que j'ai rencontré dans cet écosystème de l'engagement, de la recherche d'excellence. C'est une organisation incroyable du partage, donc voilà, que les industries de la communication devraient s'inspirer, voilà, et un moteur d'innovation remarquable. Donc ça, je pense que c'est aussi, il faut porter les messages de manière très positive et mettre un coup de projecteur comme ça qui éclaire différemment sur cet univers. Je vais juste faire un petit message personnel, ça manque encore un peu de femmes, mais bon, voilà. Mais ça tu n'y peux rien, je sais, mais on lance le message quand même. Tous favorables. Quelques mots sur le projet lui-même. C'est un projet d'envergure parce qu'il y a un guide, mais il n'y a pas que ça. Il y a cette campagne aussi d'information et puis il y a cette réunion de beaucoup d'experts. Ouais. Alors, l'idée, c'était de mener une campagne d'information dont le point d'appui central, c'est le guide, voilà, à destination des dirigeantes et des dirigeants, parce qu'ils sont évidemment très déterminants dans l'entreprise, ils influencent les choses, avec un objectif éditorial sur 2 axes, si on reprend ce qu'on s'est dit juste à l'instant. C'est de dire pourquoi il faut agir, les éléments de contexte, donc chacun soit à jour de ça, et 2, surtout, comment je peux agir, donc là, avec une série de conseils très pratiques, applicables, mais qui devraient, s'ils sont appliqués, faire progresser les choses considérablement. Voilà. Et donc, si on peut voir, il y a en fait une photographie Alors, ça, c'est le guide. Et du projet. Voilà. Le making-of du guide aussi. Voilà, en fait, il s'est construit, donc j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir un comité éditorial vraiment exceptionnel. L'objectif, c'était d'avoir la meilleure matière première, de pouvoir exprimer les idées, les messages de façon les plus pertinentes, les plus percutantes. Et donc, on a même fait appel à des contributeurs extérieurs qui se sont impliqués très généreusement. Alors, justement, quand je disais qu'il fallait mobiliser le plus large possible, il y a 22 organisations qui se sont associées au projet. Et je dois le dire,
assez spontanément. Donc voilà, donc il n'a pas fallu convaincre beaucoup, il fallait fédérer, mais il ne fallait pas convaincre beaucoup. Et donc tout ça, ça donne les partenaires que vous voyez, Challenge qui va diffuser le guide au milieu premier dirigeant français, les éditions Erol qui vont le diffuser sur toutes les plateformes e-book, Apple, Amazon, etc. Toutes les grandes institutions du monde du numérique et de la cybersécurité, du risque, des entreprises, des startups, des grandes entreprises voilà, qui sont associées aussi au projet, qui sont investis de ces questions, et les grandes institutions patronales et de dirigeants comme le MEDEF, la CPME, Croissance Plus, France Digital. Donc l'objectif, c'était mon objectif, c'était de couvrir des startups aux grandes entreprises en passant par les PME, et voilà, c'est chose. Et on est très fiers avec le comité éditorial d'avoir l'implication aussi de la conférence des grandes écoles qui sera représentée parce que ce sont c'était une ambition presque fantasmatique, c'était d'avoir les futurs dirigeants et managers qui puissent bénéficier de cette information le plus tôt possible. Donc tous les étudiants vont recevoir le guide. Et tout ça, ça donne un chiffre assez phénoménal, un vrai succès d'édition. Qui dépasse, c'est vrai, nos espérances, puisque le premier guide avait été imprimé, diffusé en tout digital et numérique à 15 000 exemplaires. Là, nous avons 16 000 exemplaires imprimés, ce qui est déjà un best-seller en impression. Alors, si on additionne les chiffres, c'est assez impressionnant en termes de diffusion numérique. La version digitale va sans doute dépasser, c'est sûr, dépasser les 500 000 exemplaires. Voilà, donc, et on vous donnera le lien à la fin d'aujourd'hui, de cette soirée. Et les assises de la cybersécurité et le cercle sont très très fiers d'avoir participé ce soir au lancement de ce guide. Alors, beaucoup de contributeurs. Oui, moi je voulais prendre une poignée de secondes, je sais qu'elles sont précieuses parce qu'on a de nombreuses personnalités qui vont prendre la parole pour ce lancement et remercier très très chaleureusement tous les membres du comité éditorial, les partenaires, les contributeurs. Le succès de cette construction fait que je peux malheureusement ne pas les citer tous, et c'est une souffrance pour moi de ne pas pouvoir le faire. Donc voilà, je voulais le faire en tout cas devant tout le monde, et puis vous encourager à aller voir, ils sont dans le guide, et à saluer chaleureusement leur implication qui a été très généreuse et qui a été les piliers de la qualité qu'on a essayé de réaliser ensemble. Alors d'ailleurs, on va peut-être voir le petit film avec les membres du comité éditorial. On peut lancer. La sécurité numérique est l'un de nos enjeux de société majeurs. Ensemble, protégeons notre économie, protégeons nos entreprises. Faites de la cybersécurité pour éviter le pire, mais aussi pour donner le meilleur à vos systèmes d'information. Chef d'entreprise, la meilleure défense, c'est la sensibilisation. Sensibiliser, et c'est gratuit. On dit qu'il n'y a pas d'amour, mais seulement des preuves d'amour. En sécurité, c'est pareil. Donc il faut éprouver nos systèmes en continu, sinon d'autres vont s'en charger. C'est parce que la sécurité numérique est cruciale pour les TPE et pour les PME que bien évidemment nous accompagnons cette initiative et ce guide. Alors, merci Daniel pour avoir retracé la genèse et l'élaboration de cet ouvrage. Donc, je rappelle, vous pourrez le télécharger à la fin de la conférence. Daniel, tu restes avec moi puisque nous allons animer ensemble la suite. Alors, comme je le disais en introduction, et tu l'as rappelé également, ce guide, c'est un objet fédérateur qui a bénéficié de plusieurs parrains. Alors, je voudrais faire intervenir maintenant l'un d'entre eux, et pas des moindres, Pierre-Henri de Menton, qui est le directeur de la rédaction de Challenge. Pierre-Henri, bonsoir. Et merci de nous rejoindre pour nous présenter ce guide. Alors Pierre-Henri, Challenge était déjà partenaire de la première édition et donc a accepté de poursuivre l'aventure. Alors pourquoi continuer pourquoi la sécurité numérique je rappelle que Challenge est un grand magazine économique qui s'adresse aux dirigeants, cadres dirigeants. Mais pas que, les étudiants, une population assez large. Alors pourquoi poursuivre dans cette voie ? Bon, alors vous avez dit accepter, je n'ai pas accepté. J'ai supplié Daniel de faire une deuxième édition, comme la première avait tellement bien marché. Et pour parler sérieusement du fond, vous savez, on est un des rares journaux qui a une raison d'être.
Et notre raison d'être, c'est l'économie de demain et l'affaire de tous. Et dans cette économie de demain, qu'on espère meilleure que celle d'aujourd'hui, toujours, puisque nous sommes dans cette optique-là à Challenge, ça fait partie de nos gènes. Il y a aussi des dangers qui surgissent. Là où on en attendait, la cybersécurité en fait partie. On sait qu'il y a un danger, il est maintenant identifié, ou qu'on n'attendait pas. Avec ce qui s'est passé depuis un an, personne n'aurait pu imaginer ça. C'est ce qu'on appelle en économie les signes noirs. Donc la cybersécurité, c'est effectivement pour moi une des... Allez, ça se compte sur moins des... Vous prenez les doigts d'une main, vous en enlevez deux, et à mon avis, là, vous avez 3 raisons pour lesquelles une boîte peut être par terre en quelques heures. Et là-dedans, la cause numéro 1, c'est la cybersécurité. Il peut y avoir d'autres dangers du même type qui arrivent, d'autres catastrophes, mais celle-là, elle est identifiée et elle est surtout, il suffit de lire au Challenge ou nos confrères, il y a des cas et on décrit un certain nombre dans le livre qui arrivent pratiquement tous les jours. Donc c'est effectivement au cœur de l'économie de demain. Donc ça nous, fait on partie a des grands risques. une vocation effectivement de participer à cette campagne. Vous avez parlé aussi de campagne. Pour moi, c'est une campagne d'information d'intérêt général et on est fiers d'être au cœur de ce dispositif. Et je rappelle que d'ailleurs, l'ouvrage va être envoyé aux 1000 plus grands dirigeants français avec le numéro de Challenge. Voilà, il va être relayé aussi. Où vous pouvez voir la couverture d'ailleurs. Il va être relayé aussi sur le site de Challenge. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Je voudrais juste dire un mot. Parfois, on a tendance à mépriser la forme, pas dans le journalisme, on trouve que c'est très important. Je vais vous donner un scoop que Daniel, si on a des liens d'amitié, c'est aussi que c'est un ancien confrère. Il sait faire, il connaît la presse, il aime les produits de presse. Et nous, on a pris un réel plaisir à travailler sur ce guide. Un journaliste de Challenge expert, Paul Loubière, a participé au comité éditorial. On s'est vraiment impliqué dedans. On a travaillé ensemble sur la maquette, sur la façon dont rendre ces sujets qui peuvent être très techniques, en fait, de les divulguer à un grand public de dirigeants, parce qu'on parle des très grands dirigeants. Parfois, ils ne connaissent pas très bien parce qu'ils ont quelqu'un très très compétent ou une équipe qui s'occupe de ça et eux, mais c'est une grave erreur. Et puis, on a toute une population, on va en reparler, je pense, tout à l'heure, immense de PME, etc., qui ne sont pas encore tout à fait, qui ne se rendent pas, à mon avis, tout à fait compte de ce qui est en train de se passer. Alors, je sais que Daniel me l'a dit, il est sorti essoré de cette aventure, je me permets. C'est un perfectionniste. C'est un perfectionniste, on l'a vu, hein, les moindres détails, mais ça fait aussi partie de la qualité du rendu. Et est-ce que vous êtes prêt à continuer à faire une 3e édition? Bien sûr, bien sûr. Jusqu'au moment où il n'y aura plus besoin d'en faire parce qu'il n'y aura plus de cyberattaques. Mais ça, je ne sais pas si ça arrivera un jour. On verra ça avec quel vœu formidable. Mais il y a encore d'apports parce que je vous dis, c'est une aventure éditoriale aussi pour nous qui a été très enrichissante pour Challenge de collaborer à ce projet, à ces 2 projets, puisqu'on est à la 2e édition. Et ensuite, parce qu'il y a un vrai sujet. Donc il faut continuer, il faut marteler les choses. Et puis c'est un sujet qui bouge. Donc notre édition, elle va être malheureusement peut-être périmée assez vite. Quand on a regardé la première édition, on s'est dit, waouh, on était à la préhistoire par rapport à ce qui se passe maintenant. Oui, mais quand on reprend la première édition, parce que j'ai eu l'occasion de le regarder assez régulièrement et de le donner, parce que autour de moi, on s'aperçoit qu'il y avait déjà des fondamentaux. Alors c'est bien qu'ils soient rappelés dans ce guide, et c'est bien d'être passé à l'étape d'après. Mais bien sûr, mais quand je dis la préhistoire, c'est qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait toujours de la même attaque, qui était une attaque contre une chaîne de télévision française. Ça avait beaucoup marqué les esprits. Quand on voit ce qui s'est passé depuis, l'ampleur... il a fallu faire un choix sur... Là, maintenant, on en est à trier et à essayer de trouver effectivement les types d'attaques. Et je vous dis encore une fois, il suffit d'ouvrir la presse pour voir qu'il y en a tous les jours de façon... et tout le monde est lié. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé en me penchant sur ces sujets, c'est qu'on dit les grands groupes... les PME, etc., les clients, en fait tout le monde est lié parce qu'on peut rentrer
dans les comptes d'un grand groupe par le sous-traitant, par exemple. C'est arrivé, il y a eu des attaques. Donc, si vos sous-traitants, vous, grands groupes du CAC 40, ne sont pas protégés ou ne connaissent rien ou ce n'est pas une priorité pour eux, c'est catastrophique. Pareil, il y a un groupe de B2C qui fait du B2C. Il a des millions de gens, alors qu'il faut... mais ça, nos experts le connaissent bien, notamment dans le monde bancaire. Enfin, c'est le cœur de l'industrie. C'était le cœur de certaines industries comme la défense ou la finance. Et maintenant, c'est juste de tout le monde. Très bien, merci Pierre-Henri, on est ravis de cette collaboration et puis on se prépare plus ou moins pour le numéro 3. Merci. Alors avant de continuer, on va faire un petit sondage puisqu'en fait vous pouvez interagir avec nous via la plateforme et ce sondage justement on l'exploitera à la fin de cette conférence avant l'intervention de Guillaume Poupart. Pour les dirigeants de votre entreprise, la sécurité numérique est vue comment ? Comme stratégique, c'est un sujet de COMEX, une problématique qui prend de l'ampleur et nécessite des moyens, uniquement un sujet d'expert où elle est encore peu abordée. Donc je vous laisse répondre, puis ça nous permettra ensuite de détailler les résultats. Alors maintenant, nous allons continuer avec Franck Bournois. Franck, bonjour. Donc Franck Bournois. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Attendez, je retrouve mes fiches, excusez-moi, parce que il ne faut pas que je me trompe. Vous êtes directeur de l'ESCP et vous êtes président de la commission formation à la conférence des grandes écoles. Donc justement tout à l'heure avec Daniel, on parlait de l'importance d'avoir la conférence des grandes écoles dans cette soirée. C'est très important parce qu'en effet, les grandes écoles, ce sont ces écoles qui forment les managers de demain, ceux qui seront aux manettes, donc ils doivent être sensibilisés à la cybersécurité, enfin à la sécurité numérique. Vous-même, vous êtes particulièrement sensible à ces sujets-là. Alors, je vous laisse la parole, peut-être en dire quelques mots, vous parlerez mieux que moi. Oui, non, mais merci beaucoup. D'abord, je suis ravi de participer à la sortie de ce de la deuxième version actualisée, et puis comme on dit, jamais 203, parce que je trouve que, à mon avis, le rythme et l'accélération avec laquelle tous ces sujets vont se développer fait que c'est une œuvre au sens quelque chose qui va servir à l'écosystème, à la société tout en général. Oui, c'est un... Donc avec la conférence des grandes écoles est ravie parce que on a cette mission. On parlait tout à l'heure avec Pierre-Henri de mission. La mission de la CGE, c'est véritablement de préparer alors des managers, mais aussi des ingénieurs, et aussi des architectes, puisque c'est 232 grandes écoles. Dans plein de domaines, ça va des écoles de gestion, d'ingénieurs, sur l'ensemble des territoires. Et ces questions-là aussi sont des questions de cybersécurité qui ne concernent pas que les entreprises, mais aussi toutes les organisations, y compris les organisations publiques. On sait combien l'histoire a fait preuve de tout cela. Et en effet, il y a à peu près 20 ans, j'étais responsable des études et des enseignements de défense de l'IHEDN, et j'avais sorti quelque chose sur une étude statistique fine sur les... question d'intelligence économique, et je dois dire que la cybersécurité était mentionnée, mais certainement pas à la hauteur où ça le méritait, à la lumière de ce qu'on vit actuellement, et certainement encore plus à la lumière de ce qu'on vivra dans quelques années encore. Alors, Daniel a rappelé que les étudiants vont donc pouvoir avoir accès à cet ouvrage, qui est aussi réalisé pour eux. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que dans ces grandes écoles, on sensibilise suffisamment, ou il y a encore du travail à faire, aussi bien dans les formations, dans les formations Oui, c'est une réalité pour nos écoles de la CGE. Il y a en fait un spectre, je crois, que l'on soit ingénieur ou manager, que l'on soit, parce que les grandes écoles, c'est aussi de la formation initiale, mais aussi de la formation exécutive, continue, que l'on soit en activité.
la question de la sécurité numérique, c'est au cœur de beaucoup d'activités. Les formations de la CGE, certaines, bien entendu, sont extrêmement spécialisées sur ces sujets. Je les ai recensées. C'est Centrale Supélec qui a un master spécialisé très coté à l'échelle européenne. C'est aussi Toulouse Business School, TBS, l'INSA de Lyon, l'ENSTA de Paris, Mines Nancy, PSB, l'ENA, Télécom Paris. Donc il y a une grande diversité. Et puis, il y a aussi des formations qui sont plus généralistes et qui incorporent de plus en plus des questions de sécurité numérique. Et ce qui est remarquable, je trouve, avec le guide, c'est qu'on a affaire à quelque chose qui est extrêmement pratique. Comme diraient les anglo-saxons, c'est actionnable. Et j'ai vu qu'il y avait les 8 bons gestes et les 8 bons réflexes. Je trouve ça absolument fabuleux parce que la traduction pédagogique de ce guide, elle est vraiment très pratique, très opérationnelle, puisqu'on peut en faire des cours, mais on peut aussi en faire des études de cas, parce que c'est truffé de bonnes pratiques à partir de cas d'entreprise. Oui, et comme le rappelait d'ailleurs Pierre-Henri, le fait aussi que... Je suis une ancienne journaliste, donc je peux dire aussi le fait que ça a été rédigé par des journalistes, pour rendre aussi peut-être plus facile l'accès, ou plus pédagogique également pour votre population d'étudiants. Oui, c'est important. Lorsque j'y pensais, parce que nous aimons beaucoup challenge, parce que en effet, c'est porteur de ces valeurs pédagogiques courtes, avec impact. Et les étudiants de nos écoles, qu'ils soient en master, dans les bachelors, dans les Master of Science des écoles, c'est vrai que l'on va de plus en plus, et ça c'est une tendance, vers des contenus courts. Ce qu'on appelle d'ailleurs chez les étudiants de plus en plus les snackable contents, les contenus qu'on peut digérer, absorber et pratiquer sur des séquences limitées. Alors je me disais aussi, alors c'est pour tout à l'heure, je pense que Daniel nous disait qu'il était sorti essoré, mais je trouve que dans nos grandes écoles qui de plus en plus font une part importante aux étudiants étrangers, il y aurait même une version en anglais. Peut-être qu'elle est prévue d'ailleurs, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que ça a été évoqué plusieurs fois. Donc, voilà, bien sûr. Je note. Donc on va noter pour la prochaine version. Est-ce qu'il vous semble important d'avoir davantage de partenariats, parce que cet ouvrage, ce guide, c'est aussi, et là on l'a rappelé, c'est fédérateur, ça réunit le privé, le public, les grandes écoles, l'entreprise, donc on a tout le monde, les associations. Est-ce que là aussi c'est important pour la CGE par exemple de pousser ces partenariats pour infuser cette sécurité numérique? C'est extrêmement important parce qu'on arrive à un moment de l'histoire de l'enseignement, de la gestion ou des sciences de l'ingénieur, où on est obligé de préparer les étudiants à une forme d'adaptabilité par rapport à des contextes d'entreprise très différents. On sait très bien que lorsqu'on regarde des questions comme celle de la sécurité numérique, bien entendu, ça n'a pas de sens d'imaginer qu'il y a une formule idéale pour la mettre en place. Ce sont des formules qui généralement doivent s'adapter à un contexte. On ne le fera pas de la même manière si on est dans le secteur de la distribution ou si on est dans le secteur de la chimie ou du 3D printing. On ne fera pas de la même façon selon la taille non plus, selon les implantations internationales, selon les technologies, selon aussi l'histoire de l'entreprise, sa culture, ses différentes pratiques. Et donc c'est très important pour la CGE d'avoir dans les écoles des points de contact nombreux. D'abord, encore une fois, pour nourrir le matériau pédagogique, mais aussi pour être extrêmement connecté sur le futur et faire de l'anticipation. Je crois que la dimension prospective, elle est vraiment au cœur de la démarche que l'on a avec les collègues de la CGE. Et puis, n'oublions pas, c'est aussi un grand domaine où la question de R&D
et de la recherche est importante. Et je crois que notre pays a besoin de cela, c'est d'intensifier, de rapprocher encore plus les entreprises, les praticiens et puis la recherche dans ces domaines, que ce soit de la recherche en management ou de la recherche évidemment dans les sciences dures classiques. Et peut-être en une poignée de secondes, bon, d'abord, la participation de la CGE a été vraiment saluée unanimement par tous les partenaires, tous les membres du comité éditorial. On réfléchit avec la CGE sur l'idée d'un webinaire avec les étudiants. Voilà, donc on mobilisera peut-être encore des membres du comité éditorial et puis des spécialistes pour pouvoir partager l'info. En fait, tu as plein de projets, t'arrêtes pas. Hein. Non, la question du numérique, elle est non seulement croissante dans les entreprises, mais elle est aussi croissante dans nos façons de faire. Et je pense qu'on peut être soi-même aussi, en tant qu'établissement, c'est un peu le mot que je voulais donner en tant que directeur de grande école. On n'est pas à l'abri non plus de cela. Donc c'est pas simplement qu'un guide de pratique pour enseigner, c'est aussi un guide pour les 232 écoles de la CGE. Et à ce titre, vous êtes particulièrement concerné. Bien sûr. Merci beaucoup, Franck. Merci pour votre intervention. Alors maintenant, nous allons retrouver Jacques Attali. J'espère que s'il s'est connecté, parce que bonjour Monsieur Attali. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très très heureux de vous avoir ce soir. Alors, on a parlé d'anticipation. Franck Bournois vient de parler de l'anticipation. C'est un des sujets qui vous tient à cœur, je crois. Hein. C'est un élément central de l'économie positive. Quand on parle de transformation numérique, qu'est-ce qu'on doit anticiper en priorité ? Est-ce que la sécurité numérique, ça fait partie de cette réflexion sur l'anticipation ? Oui, c'est une des dimensions de l'anticipation. Anticiper, ça veut dire prévoir les menaces, mais aussi les atouts, les stratégies nécessaires, le comportement des concurrents, des partenaires, des adversaires. C'est une dimension essentielle de la stratégie globale. Et donc, anticiper est absolument fondamental. C'est d'ailleurs ce qu'on n'a pas fait à propos du Covid, ce qu'on n'a pas fait à propos de beaucoup de dimensions de la société d'aujourd'hui et qui nous manque cruellement. En matière numérique, évidemment, il faut anticiper, je pense, au moins dans deux dimensions. D'une part, il faut anticiper dans l'utilisation du numérique pour des sujets qui ne sont pas assez anticipés. Donc, c'est le numérique en matière de... pardon, je vais renverser quelque chose sur mon ordinateur et je peux notre... c'est le charme du direct. J'ai peur que ça coupe notre communication. Faites attention, essayez de sauver mon ordinateur. Ce n'est pas une attaque. C'est pas... Non, c'est simplement un verre de thé renversé par mon chat. Voilà. Bon, on a trouvé le coupable pour une fois. En tout cas, moi, je peux dire en attendant que Jacques Attali se connecte, et, bon, il n'entend pas, mais c'est vrai que quand j'ai pensé le projet, avec le comité éditorial, on a relancé les choses. C'est que symboliquement, c'était important d'avoir une personnalité publique de premier plan du monde de l'économie. Voilà. Et je suis ravi que Jacques Attali ait accepté notre invitation parce que c'était important d'avoir cette vision aussi et réfléchir sur des questions numériques et digitales. Et voilà. Parce qu'en plus, c'est un pionnier de l'univers numérique. Donc, absolument. Peut-être, dis-nous un petit mot sur le projet étudiant là, de ton webinaire. On va poursuivre. Alors non, le projet avec la conférence des grandes écoles, c'est la réflexion qu'on a commencé à initier, c'est de voir comment, après le guide, ou en parallèle du guide, justement, construire un webinaire auquel pourraient participer et les chefs d'établissement et évidemment les étudiants. Voilà, pour décortiquer un peu le guide ensemble et puis parler de ces questions-là, parce que si on veut que la question infuse comme ça favorablement dans la société, il faut commencer aussi par j'allais dire entre guillemets les jeunes, mais voilà, donc c'est un super projet. J'espère qu'on va pouvoir le réaliser rapidement. Donc on va enchaîner avec Monsieur Poyot, alors, et puis on reprend Monsieur Attali après, qui est président de la commission mutation technologique et impact société du MEDEF et président de Micropole. Bonsoir. Bonsoir. Donc on a rappelé aussi le MEDEF, c'est important. En plus pour un ouvrage qui s'adresse aux dirigeants et aux dirigeantes sur la sécurité numérique, c'est aussi, je pense, un de vos combats aujourd'hui, la problématique de la cybersécurité.
Disons d'une manière plus large, le MEDEF est très actif dans tout ce qui va accélérer la transformation numérique des entreprises. C'est bien sûr un levier de productivité, de création d'emplois, enfin de dynamique globalement du tissu économique français. Donc la commission que je préside a pour objectif d'accélérer cette transformation. Maintenant, en prenant toutes les composantes, bien évidemment. Et dans cette composante, il y a un aspect qui, disons, est un petit peu plus spécifique, qui est la cybersécurité, qu'il faut regarder en face. J'allais dire au bon niveau, c'est un vrai sujet, c'est une vraie menace. En même temps, on insiste toujours pour dire qu'il ne faut pas que ça devienne une peur irrationnelle et pour certaines entreprises de ne plus avancer dans la transformation numérique, parce que c'est aussi ça le risque. Voilà, il faut prendre le sujet au bon niveau. Malheureusement, l'activité humaine est telle que dès que l'on développe quelque chose, il y a un certain nombre de malfaisants qui, eux, cherchent à contourner le sujet. Et on ne va pas parler des attaques de diligence, mais ça a toujours existé. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, donc le sujet de la cyber est une vraie thématique. On le voit tous les jours. Il y a encore eu une attaque d'un grand laboratoire pharmaceutique français hier qui a été annoncée. Donc notre débat, c'est de communiquer au maximum et de soutenir les initiatives marquantes comme ce guide qui permettent effectivement d'informer, de sensibiliser les chefs d'entreprise, quelle que soit leur taille. Les grands groupes le sont déjà, mais on sait très bien que les PME, les ETI, les TPE sont aussi affectés par ces cyberattaques. Donc il faut communiquer, et c'est ce que nous faisons et ce qu'on est très heureux de faire à travers ce guide. Alors vous-même, vous êtes dirigeant d'une entreprise technologique, donc la cybersécurité, vous savez ce que c'est, la sécurité numérique. Est-ce que vous pensez néanmoins que vos pairs dans les autres secteurs d'activité sont bien, moins bien, pas suffisamment sensibilisés? Vous en êtes où? Comment ça se passe les discussions Alors, les retours terrain que l'on a, et c'est vraiment en discutant avec soit les fédérations, soit les MEDEF territoriaux, donc vraiment des gens qui sont dans les entreprises de toute taille, tout secteur et toute géographie. Oui, la sensibilisation, elle est faite de facto parce que les gens ont compris, ont vu que ce genre d'attaque pouvait arriver, et pas uniquement sur des très grandes entreprises, mais des fois sur le supermarché de la ville d'à côté, ou le CHU, ou la mairie, ou des choses comme ça. Donc là, il y a quand même une compréhension qui s'est faite. Maintenant, une fois qu'il y a la compréhension, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le gros sujet. Bon. Donc, nous, MEDEF, on œuvre sur deux thématiques. L'une qui est de dire il faut faire le maximum pour se protéger, bien évidemment. Et donc, c'est très bien rappelé dans le guide. Il y a un certain nombre de mesures à prendre qui sensibiliser les collaborateurs, communiquer, etc. Et puis aussi, qu'est-ce qui se passe après? Puisque personne aujourd'hui ne peut affirmer, bien sûr, qu'il ne sera jamais victime d'une attaque ou plus exactement qu'il arrivera à la contrer à 100%. Ça n'existe pas. On a vu des organismes de premier plan américains qui sont attaqués. Donc, bien sûr, tout le monde est susceptible par ce sujet. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Voilà. Donc on est aussi très, très attaché à communiquer sur ce point, et des organismes bien sûr comme l'ANSSI, je pense que Guillaume Poupard intervient juste après, avec cybermalveillance aussi, qui est un excellent moyen de communiquer très simple pour les TPE, PME. Comment dois-je réagir par rapport à ça? Donc la sensibilisation, pour répondre à votre question encore une fois, oui, elle a commencé à être bien prise en compte. Là maintenant, c'est l'action qu'il faut déterminer avant et après. Et donc quand Daniel vous a contacté pour participer au guide, vous avez dit bien sûr. Bien sûr, avec enthousiasme. Absolument. Et je dois dire que j'étais ravi de vous avoir parce que vous avez réagi très spontanément, vous avez dit tout de suite oui. Donc voilà, c'était clé pour le projet que le MEDEF soit investi aussi Donc maintenant, vous allez aller dans les différentes fédérations du MEDEF et puis... Alors, aller malheureusement, par les temps qui courent, c'est un petit peu compliqué. Je l'ai fait très souvent et je le referai avec grand plaisir, évidemment. Là, on va communiquer de manière digitale auprès de nos adhérents en disant, voilà, c'est un excellent support qui, là aussi, vous amène des idées, des choses très pratiques. Vraiment, ce sujet est crucial pour le développement du pays. J'insiste encore une fois, il faut le prendre au bon niveau, c'est avec beaucoup de sérieux parce que c'est un risque évidemment important, et en même temps montrer que comme toute activité humaine, il y a des sujets plus compliqués et il faut les traiter, mais continuer à aller de l'avant sur la partie transformation digitale qui est vitale pour le tissu économique français, et c'est ce à quoi le MEDEF est très attaché évidemment. Merci beaucoup Christian Poyot. Merci à vous. Merci encore. Alors on va essayer de retrouver Jacques Attali s'il a réglé ses problèmes de connexion. Je suis là. Très bien. Alors nous étions dans l'anticipation. Donc, si vous voulez, on peut reprendre... Je disais qu'il y a deux dimensions d'anticipation. Oui. La première dimension d'anticipation, c'est l'anticipation des sujets sur lesquels le digital doit s'occuper. Et le digital doit s'occuper des sujets qui sont anticipés. Il est évident que si on avait anticipé, comme l'ont fait les Coréens,
sur la digitalisation des tests et du tracking du Covid, on aurait évité un grand nombre de morts, puisque les Coréens, en l'ayant fait, en sont aujourd'hui à 1700 morts pour une population de 53 millions d'habitants. On pourrait multiplier par 150 le nombre d'exemples de sujets sur lesquels la digitalisation est aujourd'hui essentielle, urgente, pour éviter les problèmes de demain. Qu'il s'agisse de la gestion de l'eau, de la gestion de l'air, de la gestion des déchets, de la gestion des économies d'énergie. Il y a un lien très très profond entre économie positive et digitalisation. La digitalisation est un outil de la société positive, d'une société durable. Donc, il faut considérer que le digital est un outil de prévention des menaces futures, en particulier en matière climatique, épidémique et dans beaucoup d'autres dimensions. Et là, c'est des sujets sur lesquels il n'y a peut-être pas assez de spécialistes. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de spécialistes en économie positive et digitale ou ESG et digitale, mais à mon avis, ce sont des secteurs absolument cruciaux pour l'avenir. Puis la deuxième dimension où il y a une anticipation à avoir, évidemment, c'est tout ce qui concerne la sécurité des organisations à l'égard des menaces portant sur le digital. Alors là, c'est un problème presque insoluble dans la mesure où on sait depuis 3000 ans qu'en matière stratégique, c'est toujours l'épée qui l'emporte sur le bouclier. Et donc, si on veut se défendre contre les attaques, il faut à la fois se défendre, mais en permanence être capable d'attaquer. Et donc, la meilleure défense sur les problèmes de sécurité digitale, pour moi, c'est de créer les conditions de l'offensive. Et ceux qui travaillent sur la sécurité numérique savent très bien ce dont je parle. Alors, on a bien compris l'importance de la... Bon, ce soir, on est sur une conférence sur la sécurité numérique. Le numérique, c'est aussi un outil de liberté, c'est un outil de démocratie. Et en même temps, il faut qu'on protège nos données, il faut qu'il y ait une espèce de souveraineté. Et est-ce qu'il n'y a pas peut-être parfois un antagonisme entre ces différentes notions ? Le numérique n'est pas un outil de liberté. Le numérique est un outil du pouvoir, quel que soit le pouvoir. Les armes peuvent être un outil de démocratie, comme les armes de défense de résistance contre la dictature ou de combat pour éliminer la dictature, mais les armes peuvent aussi servir à installer une dictature. Donc la technologie n'est en rien un instrument essentiel qui garantit la liberté, comme elle ne garantit pas l'inverse. Elles peuvent être au service de la démocratie ou son pire adversaire. Elles peuvent aider chacun à se surveiller et à mieux se connaître, à mieux se maîtriser et à mieux interagir avec le reste de la société en créant des moyens d'un altruisme, mais elles peuvent aussi être aussi des moyens de domination, de contrôle, de surveillance, où l'autosurveillance est mise au contrôle du respect de normes et où la dictature se voit démultipliée, comme on le voit dans certaines sociétés totalitaires aujourd'hui, par les moyens du digital. Donc le digital est politiquement neutre. Le digital est politiquement neutre, mais en même temps, on voit aujourd'hui, je crois que l'un des sujets aussi sur lesquels vous réfléchissez, vous travaillez, ce sont les grandes plateformes. Donc on peut parler des GAFAM, mais il n'y a pas que les GAFAM. Justement, donc vous avez dit, hein, le numérique n'est pas un outil de liberté. On est quand même aussi... Il peut être le contraire. Il peut être le contraire. Il peut être un outil de liberté, oui, ou il peut être le un outil de liberté comme il ne peut. Oui, non, mais voilà. Et justement, par rapport, quelle est votre position par rapport à ces grandes plateformes ? Je l'ai écrit dans un livre récent. Je pense que les grandes plateformes sont un outil essentiel de service public maintenant. Personne ne peut contester l'utilité de Google, de Twitter, de Facebook, d'Instagram ou des autres réseaux sociaux, mais il faut absolument qu'elles soient maîtrisées, contrôlées et qu'elles s'assument comme service public. C'est-à-dire qu'il faut que les organes régulateurs puissent avoir accès au contenu des algorithmes pour vérifier que les algorithmes ne sont pas trompeurs, addictifs à des fausses nouvelles, addictifs à des penchants malsains,
addictifs à des nouvelles brèves juste pour le plaisir de les acquérir. Il faut aussi éviter, c'est un grand combat de demain, que ces réseaux sociaux véhiculent des fausses nouvelles ou des actes violents sans contrôle. Donc, moi, je rêve d'une application qui permettrait, comme Shazam, qui permet de reconnaître le titre musical, d'avoir une application qui permettrait de savoir si une information est vraie ou fausse. Et à mon avis, c'est tout à fait possible. Il faudrait simplement y consacrer beaucoup de moyens. Enfin, il faut éviter que les grands réseaux sociaux actuels, les grands GAFA ou l'équivalent chinois, monopolisent, avalent, cannibalisent les innovations futures. C'est bien d'avoir des grandes entreprises, mais il faut qu'elles puissent laisser développer des concurrences. Or, aujourd'hui, elles ont accumulé un très grand nombre d'acquisitions qui sont très dangereuses. Facebook a acheté Instagram et WhatsApp, par exemple. Ils doivent absolument, à mon avis, les recéder. Il faudrait avoir des règles pour que les innovations à venir, je pense que la digitalisation n'est qu'une étape dans une évolution de l'humanité. Il ne faut pas oublier que le digital, ça commence en 1945. Ce n'est pas du tout nouveau. Le premier ordinateur portable, c'est 1977 ou 1978. Donc, c'est vraiment des trucs très vieux. Le digital, ce n'est pas du tout l'avenir. Ce qui est l'avenir, c'est d'abord d'installer le digital partout, c'est de voir ces évolutions, en particulier dans l'intelligence artificielle, et c'est aussi de se préparer à l'avenir. L'avenir, c'est au-delà. Il utilisera le digital comme une technologie de base pour à la fois toutes les technologies de biomimétisme, qui, à mon avis, sont une grande dimension de l'avenir, et toutes les technologies d'hologramme que les GAFA sont en train de regarder avec beaucoup d'attention, parce qu'après-demain, je serai dans votre salle sous forme d'hologramme pour participer à votre conférence, et ça sera quelque chose d'assez banal. Donc, il faudrait tout prix éviter que les GAFA actuels monopolisent ces technologies de demain. Donc, dans les 3 dimensions, contrôle des algorithmes, vérification de la vérité et non-maîtrise des innovations de demain, il est très important de contrôler les grands réseaux sociaux. Alors, peut-être une dernière question. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à cette évolution ? Est-ce que vous pensez que l'Europe est armée pour répondre à ces enjeux ? Non, absolument pas. Absolument pas. Malheureusement, absolument pas. Aujourd'hui, tout est dans les mains du gouvernement américain qui semble très bien décidé à agir, comme il l'a fait d'ailleurs sur un autre sujet en matière fiscale aujourd'hui, qui est une vraie révolution majeure s'il menait à bien. Mais si les Européens essayent seuls, je crains qu'ils n'en aient pas les moyens parce que nous n'avons pas nos propres GAFA, nous n'avons même pas notre capacité de cloud avec les logiciels associés, même si OVH est une entreprise magnifique. Nous n'avons pas d'ensemble suffisamment de masse critique sur ce domaine, alors qu'on a des sociétés de consulting et IT qui sont excellentes. Et enfin, on n'a pas de... Et si on essaie de mettre en œuvre les directives qu'on vient de décider, les GAFA ont tellement de pouvoir et de moyens financiers qu'ils vont avoir des millions d'avocats ou des milliers d'avocats pour les défendre, pour retarder la mise en œuvre des décisions juridiques européennes, sans compter imposer l'extraterritorialité des lois américaines pendant des décennies. Donc, il faut un accord avec le gouvernement américain. D'accord. Il y a peut-être de l'espoir avec le nouveau président. Merci beaucoup, Monsieur Attali. Et puis, on espère que quand la situation sanitaire s'améliorera, on pourra vous avoir avec grand plaisir. Mieux qu'un hologramme, mais en physique. Merci beaucoup. Bonne soirée. Avec joie. Merci. Je suis ravi d'être de vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, avant de poursuivre, je vais vous faire partager le résultat du sondage et puis ça va nous permettre d'introduire notre dernier intervenant. Alors, donc, je rappelle la question. Pour les dirigeants de votre entreprise, la sécurité numérique est vue à 40% comme stratégique, à 49% comme une problématique qui prend de l'ampleur et qui nécessite des moyens, 6% seulement considèrent que c'est uniquement un sujet d'experts et 4% encore très peu abordé. C'est quand même plutôt positif. Hein. Non, mais ça rejoint ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que la sensibilisation avance très favorablement. Maintenant, il faut une appropriation pleine, entière, pour passer à l'action.
Voilà, alors c'est très bien, c'est super. Donc c'est super. Et puis... On va essayer d'augmenter le score. Donc maintenant, j'appelle Guillaume Poupart qui va venir conclure cette séquence. Guillaume Poupart qui est le directeur général de l'ANSSI. Bonsoir Guillaume, on est ravis de te voir avec nous pour le lancement de ce guide auquel l'ANSSI a participé. Et je reprends juste une phrase, puisque tu signes un éditorial. En gros, tu as écrit « La cybersécurité doit entrer dans vos priorités de premier rang ». Oui, évidemment. Enfin, c'est normal que je dise ça parce que je suis payé pour. Mais en plus, j'en suis convaincu. Quelque part, dans sécurité numérique, il y a deux problèmes. D'abord, c'est de la sécurité. Et je pense que la sécurité, on en a tous un petit peu à saturation. Sécurité sanitaire en ce moment, évidemment. La sécurité climatique, la sécurité face aux menaces terroristes. Bon, voilà. Et c'est vrai que quand j'en parle, notamment avec nos autorités politiques, ils sont convaincus, ils comprennent, mais c'est encore un sujet de sécurité. Et donc encore de l'anxiété, encore de la peur, encore... Et c'est vrai qu'il y a une forme de saturation autour de ça. Donc ça, c'est le premier problème, c'est pas facile de parler de sécurité. Le deuxième problème, c'est que c'est du numérique. Et le numérique, ma foi, on a encore beaucoup de dirigeants, de décideurs pour qui c'est pas quelque chose de naturel. Parce que certains considèrent que c'est pas de leur génération. Heureusement, on a plein de contre-exemples. Parce qu'on n'apprend pas le numérique dans la plupart des écoles. Je pense qu'il y a énormément de progrès à faire et c'est là où les travaux des guides comme ça et plus précisément, ce qui a été dit avant au niveau des grandes écoles, à la fac, dans les écoles de commerce, à l'ENA, par exemple, le fait d'intégrer cette culture numérique. Et la culture numérique, c'est pas être capable d'utiliser un traitement de texte. Évidemment, c'est bien plus profond que ça. Cette culture numérique, elle manque aujourd'hui à certains, ou bien ils ont l'impression de ne pas être à l'aise et donc d'avoir du mal à aller vers ça. Mais pour autant, aujourd'hui, je ne sais pas quel décideur dans le monde d'aujourd'hui peut être en position de décider s'il n'a pas la culture dans le domaine numérique comme il l'a normalement dans le domaine commercial, juridique, financier, dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, ça fait partie du sac à dos que doit porter tout dirigeant, public ou privé. Il n'y a pas vraiment de différence. Et il y a encore un rattrapage à faire. Donc tout ça pour dire que quand on croit à sécurité et numérique, c'est forcément compliqué. Et il y a un effort à faire de la part des professionnels, des experts, parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours très clair encore, probablement. Et il y a un effort à faire de la part de ceux qui doivent intégrer ces questions-là, de manière simplement à faire leur métier et à prendre les bonnes décisions. Et donc ce guide s'inscrit quand même dans cette lignée, parce que là aussi on s'adresse aux dirigeants avec un discours qui est clair. Et justement, je crois que l'un des points qui était aussi souligné, c'était de parler le même langage. Ça c'est important, parce que là aussi tu rappelais, les experts parfois c'est un peu abscon et on ne comprend pas toujours ce qu'ils disent. On ne comprend pas toujours. Alors, aux experts de faire des efforts aussi, d'apporter les bons éléments. J'aime bien raconter cette anecdote. Quand je vais dans les COMEX, c'est quelque chose que je fais avec grand plaisir. En général, je demande aux gens qui sont de la table quand est-ce qu'on vous a parlé de sécurité numérique pour la dernière fois. La plupart du temps, je ne fais pas de sondage, mais la plupart du temps, on me dit c'était il y a quelques jours parce que vous veniez. Je dis c'est bien, je ne suis pas venu pour rien. C'est déjà au moins ça de prix. Et après, je leur dis et qu'est-ce que vous avez compris? Et en général, la réponse, c'est rien. Donc là, c'est vraiment un message vis-à-vis de notre communauté. Il faut qu'on soit capable d'apporter des éléments de décision. Les décideurs, ils s'en moquent de savoir comment ça fonctionne. Enfin, il y a là encore quelques contre-exemples, mais ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir les clés, d'avoir un langage commun et d'avoir les éléments pour réellement décider. Voilà. Et décider, c'est pas uniquement signer un chèque parce que la sécurité informatique, ça coûte tant. Et donc, il faut se résigner à payer une forme d'assurance ou d'investissement. Bien sûr qu'il faut le faire. Il faut le faire en connaissance de cause pour faire les bons choix. Et donc, partager un langage commun, le fait d'avoir des bases communes, c'est là où ce guide est intéressant, très clairement. Le fait de recontextualiser pour montrer que cette sécurité numérique, c'est pas un machin complètement hors sol, mais c'est bien de la gestion de risque. On a l'occasion d'en parler régulièrement avec l'AMRAE, enfin avec les professionnels de la gestion de risque. Il y a quelques années, on avait fait le constat avec l'AMRAE que dans les grandes entreprises, il y avait la gestion de risque d'un côté et le cyber de l'autre. Ça, heureusement, ça a beaucoup évolué, mais ça ne peut pas durer. Donc le fait d'avoir un langage commun, d'avoir des clés pour être capable de mettre les décideurs
en position de décider, c'est absolument essentiel. Oui, alors juste une chose, nos professionnels, notre communauté, il y a eu quand même aussi une évolution et des efforts qui sont faits par notamment les nombreux RSSI qui nous suivent ce soir. Et c'est vrai qu'on est là aussi, nous, à travers les assises, à travers une soirée comme celle-ci, pour justement un petit peu évangéliser par rapport aux problèmes de communication. Oui, un autre sujet qui s'inscrit aussi dans cette démarche fédératrice, rassembleuse, collaborative, c'est le campus cyber. Je crois que tu souhaitais en dire un petit mot. C'est aussi une très très belle initiative hexagonale qui va là aussi rassembler, un peu comme le guide, il va y avoir un peu tout le monde dans le campus cyber. On a la volonté d'être dans le premier cercle des nations capables d'assurer notre cybersécurité, parce que en France, c'est considéré comme un élément essentiel de notre souveraineté. Et en France, on a cette culture, on n'a pas peur de parler de souveraineté, on l'assume complètement dans d'autres domaines également très complexes. Et donc, si on n'est pas capable d'être souverain dans le domaine numérique et de sécurité numérique, et souverain, ça ne veut pas dire tout faire tout seul et tout ça, on pourra y revenir, il ne faut pas caricaturer le terme, mais le fait de garder cette autonomie de décision, d'action, d'appréciation de la situation, c'est absolument essentiel. Et si on veut faire ça, ça veut dire qu'à l'échelle internationale, on va lutter contre des superpuissances qui sont bien plus grandes que nous en taille, peut-être plus riches. Et donc la question, c'est quels sont nos points forts qui nous permettent de rester dans ce premier cercle, quitte à être petit parmi les grands. À défaut, autrement on sera grand parmi les petits, ça n'a aucun intérêt. Et quand je regarde un petit peu autour de nous, quand je compare avec nos partenaires, avec d'autres États membres de l'Union européenne, avec des alliés, avec des gens qui sont moins des alliés, finalement, ce qui marche bien en France, et ce n'est pas de la démagogie, c'est la réalité que je vis au quotidien, c'est que cette équipe de France, avec des personnes de nature très différente, du secteur public, du secteur privé, des industriels qui proposent des solutions, des industriels qui veulent se protéger par eux-mêmes. Tout ce que vous faites avec les assises, avec tout ce que le FIC, je ne veux pas faire de jaloux, évidemment, mais on a une véritable communauté qui d'abord a plaisir de se retrouver. Ça, je ne suis pas sûr que ce soit partout le cas, qui est capable de dépasser des frontières qui, dans certains pays, sont extrêmement clivantes. Par exemple, entre le public et le privé, on se parle très très bien. Ça n'empêche pas de faire de la réglementation, ça n'empêche pas d'avoir des discussions sérieuses, mais on se parle très très bien. Et fondamentalement, on a envie d'avancer ensemble et de regarder dans la même direction. Ce sujet de la sécurité numérique, il est trop grave pour perdre de l'énergie dans des oppositions, des guerres, des choses comme ça. Donc ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. La question qu'on s'est posée il y a maintenant quelques mois, quelques années, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller un cran plus loin ? Un cran plus loin, ça peut être justement le campus cyber. Le campus cyber, c'est un lieu. C'est un lieu où cette équipe de France va être capable de se rassembler. Aujourd'hui, très souvent, on a des idées, simplement on ne sait pas les faire atterrir parce qu'on n'a pas le bon endroit pour le faire. Donc ce campus, j'en fais un peu la pub, mais c'est Michel Vandenberg qui en est le grand artisan. Ce campus, ça va être une tour à la Défense, donc quelque chose de très concret, une tour attirante, un endroit où on a envie d'aller. Pour travailler ou de manière plus ponctuelle. Une tour qui va regrouper des acteurs du monde privé, des grands industriels, qui ont été les premiers à s'engager dans ce projet. Des plus petits, c'est important d'avoir les PME, les startups, je distingue bien les deux. Donc quelque chose de représentatif de la diversité et du dynamisme industriel que l'on a en France dans le domaine cyber. Moi, j'ai plein de partenaires européens qui me disent « mais moi, le problème, c'est que je n'ai pas d'industriel. » Donc, on peut toujours essayer d'imiter, ça ne marchera pas. Des gens de la recherche, comme INRIA par exemple, on a la chance là encore d'avoir des chercheurs de tout premier plan dans les domaines de la sécurité numérique, des gens de la formation qui vont nous rejoindre, des gens de l'administration, le ministère de l'Intérieur sera là, le ministère des Armées sera là, l'ANSSI sera là. Voilà, un petit tour de passe-passe encore pour réussir à financer un étage dans la tour, mais on va y arriver parce qu'on a envie d'y être, et je pense que c'est fondamental qu'on y soit, justement pour être capable non pas travailler entre nous, ça on a des locaux pour ça, mais bien pour travailler avec tous ces partenaires et être capable d'avoir des projets communs et d'aller au-delà des mots. C'est pas juste pour dire on va travailler ensemble, ça va être formidable. Je pense qu'on a plein d'idées pour implémenter ça. Et ce campus, l'objectif, il est bien d'avoir un lieu parisien. On assume le fait que c'est un lieu parisien, Île-de-France, francilien, qui va fonctionner en réseau avec d'autres lieux qui existent déjà ou qui sont en train de se développer.
Rennes, par exemple, est sous l'impulsion du ministère des Armées, est en pointe depuis des années. D'autres endroits, comme la métropole de Lille, par exemple, sont très pushy sur ces questions de cybersécurité. Et il y a plein de projets en ce moment parce qu'on voit bien que la sécurité numérique, certes, c'est quelque chose d'anxiogène, il faut se protéger, et ainsi de suite, mais c'est aussi une énorme opportunité pour nous. C'est un domaine de développement économique, véritablement. Et tous les métiers qu'il y a autour de la confiance numérique, je préfère ce terme en termes de sécurité numérique, finalement, c'est quelque chose de positif. Et le fait d'attirer des jeunes, le fait de dire, voilà, il y a de belles carrières dans ce domaine-là, le fait de communiquer de manière positive sur ces sujets-là pour justement convaincre les décideurs, convaincre tout un chacun que ce sujet-là, c'est pas uniquement du sang et des larmes, c'est extrêmement positif. Et le campus cyber sera une incarnation de plus qui va permettre de faire des choses nouvelles, permettant de porter ça. Merci Guillaume pour ce message positif. Et en effet, on parle de confiance, qui est aussi un message positif, et on espère une belle vie au campus cyber. Et puis il y a toutes les actions que mène l'ANSSI de sensibilisation aussi, qui sont très très importantes, parce que vous publiez également beaucoup. Alors c'est un petit peu plus, souvent un peu plus compliqué que l'essentiel de la sécurité numérique. C'est complémentaire. Mais vous avez une grosse édition aussi. Merci Guillaume. Merci beaucoup. On peut dire quand même que l'ANSSI, c'est fantastique que vous soyez depuis le début dans le projet, a été depuis le début dans le projet, dans la première initiative. Mais je pense que dans l'approche de Guillaume, il y a énormément de modernité. Donc ça a été des éléments qui ont été inspirants aussi pour mener des actions comme ça. Donc je voulais te le dire. Non, merci beaucoup. Et surtout, on a une belle équipe de France. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Il faut qu'on gagne la Coupe du Monde maintenant. Cette équipe de France, voilà, il faut la laisser jouer et lui donner les moyens de jouer. Et je pense que c'est ce qui est en train de se produire. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Bien, alors merci à tous les intervenants donc pour leur participation, leur engagement dans cette prise de conscience de la sécurité numérique. Donc je rappelle que vous trouverez le lien pour télécharger le guide sur le chat et sur le site du CEDIC, des assises. Enfin, il y a plein de. Vous pouvez vous procurer le guide. On a de façon assez exhaustive. Merci Daniel aussi pour d'abord. Encore toutes nos félicitations pour l'élaboration de ce guide. Alors, ne raccrochez pas tout de suite, parce qu'on a encore plein de choses à vous dire. Donc, pour continuer les échanges et les débats, je vous rappelle que demain matin, nous vous proposons 3 tables rondes thématiques sur l'actualité cyber qui vous permettront d'échanger avec les partenaires des assises. Donc, n'hésitez pas à assister au live. Ça commence à 9h du matin, donc on sera ravis d'échanger avec vous. Et pour conclure cette belle soirée, je laisse maintenant la parole à Maria Iacono, qui est la directrice des événements chez DG Consultants et qui va nous donner quelques informations sur le futur programme du Cercle. Bonsoir tout le monde. Avant de parler de la suite, je voudrais revenir sur cette soirée pour dire un grand bravo. Bravo. Chez DG Consultants, vous le savez, avant d'être un métier pour faire des événements, notre mission, et on l'a tellement à cœur depuis 20 ans, c'est d'accompagner la cyber. Et de telles initiatives sont inévitables. Notre engagement dessus est inévitable et on est vraiment ravis d'être avec. Donc, on est là aussi pour la suite, Daniel. Et maintenant, pour conclure, je voudrais partager avec l'ensemble des participants nos projections sur le cercle à venir et sur le retour au présentiel. En ce moment, nous travaillons pour l'organisation d'un prochain cercle au pavillon Cambo, début juin. Donc, date à noter, c'est le 1er juin pour le retour à un dîner en présentiel. Tout ça se fera dans le respect des règles sanitaires. Donc, il se peut que des contraintes nous soient imposées sur le nombre de participants à accueillir. Si tel est le cas, nous splitterons, nous diviserons la soirée en 2 fois. Et donc, le cercle se fera le 1er juin ainsi que le 2 juin. Bien sûr, tout ça, c'est notre grande volonté. On travaille avec acharnement pour y réussir. Si jamais, encore une fois, les conditions n'étaient pas là pour nous permettre de vous accueillir, n'oubliez pas qu'on a une autre date qui est celle du 6 juillet, avec le beau temps, avec vraiment le soleil parisien pour vous accueillir. Donc, pour conclure, ma chère Florence, tu as beaucoup de boulot dans tout ça, mais tu vas le faire comme d'habitude avec de la grande qualité comme ce soir. Et encore, merci. Oui, merci un grand merci à tous et merci de nous avoir écoutés pour cette soirée qui sera disponible en replay. Merci Daniel, ce fut un plaisir. Merci infiniment de cette soirée spéciale.
Au revoir.